Quand une fillette de 8 ans dit au juge en fauteuil roulant « Je vous ferai marcher si vous libérez mon papa », tout le monde rit jusqu'à ce qu'elle pose ses petites mains sur lui et l'impossible se produisit. Au palais de justice de Sainte-Espérance, le silence était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Les murs en bois sombre semblaient absorber chaque soupir, chaque battement de cœur accéléré. Sur le banc des accusés, Marc Dubois serrait ses mains tremblantes, sachant que son destin se déciderait dans les prochaines minutes. Ses yeux cherchèrent désespérément dans le public jusqu'à trouver sa petite fille. Valentine, âgée d'à peine 8 ans, le regardait avec ses grands yeux couleur miel qui brillaient d'une foi inébranlable. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré les larmes qu'elle avait versées en voyant son papa menotté, elle continuait de croire en son innocence. Le juge Léonard Moreau se déplaçait lentement dans son fauteuil roulant jusqu'à sa place sur l'estrade. Ses mains fortes poussaient les roues avec l'expérience de celui qui avait appris à vivre différemment après un accident qui avait changé sa vie pour toujours. Malgré sa condition, sa présence imposait un respect absolu dans toute la salle. La procureure Isabelle Vidal se leva avec un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. « Monsieur le juge, les faits sont clairs et irréfutables. Marc Dubois a été accusé de détournement de fonds de l'entreprise de construction Nouvelle-Vallée, où il travaillait comme chef comptable. Les preuves documentaires démontrent qu'il a détourné plus de 50 000 € à des fins personnelles. Marc sentit comme si on lui avait planté un poignard dans la poitrine. Chaque mot de la procureure était comme une pierre plus lourde sur ses épaules. Il savait qu'il était innocent, mais les documents étaient apparus avec sa signature. Les relevés bancaires montraient des dépôts qu'il n'avait jamais effectués. Son avocat de la défense, maître Nicolas Hérault, un jeune homme avec à peine 2 ans d'expérience, paraissait nerveux et transpirait. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il revoyait encore et encore les documents qui les accusaient. « Monsieur le juge, balbutia maître Hérault, mon client maintient son innocence, bien que je reconnaisse que les preuves présentées sont compliquées à réfuter. » Neuf. Valentine serra ses petits poings sur ses genoux. Elle ne comprenait pas tous ces mots compliqués que disaient les adultes, mais elle comprenait qu'ils disaient que son papa était méchant, et cela ne pouvait pas être vrai. Son papa était l'homme le plus gentil du monde entier, celui qui lui lisait des histoires tous les soirs, celui qui la consolait quand elle faisait des cauchemars, celui qui faisait des heures supplémentaires pour lui acheter ses fournitures scolaires. Le juge Léonard commença à parler d'une voix grave et posée. Après avoir soigneusement examiné toutes les preuves présentées par les deux parties, ce tribunal est arrivé à une décision. C'est à ce moment-là que quelque chose d'extraordinaire se produisit. La petite Valentine se leva d'un bond avec la bravoure que seuls les enfants peuvent avoir lorsque l'amour les pousse. « Attendez !» cria-t-elle de sa petite voix aiguë, qui résonna dans tout le tribunal comme une clochette de cristal. Un murmure de surprise se répandit dans toute la salle. L'huissier se déplaça instinctivement vers elle, mais le juge Léonard leva la main, l'arrêtant. « Mademoiselle, c'est un tribunal de justice. Vous ne pouvez pas interrompre. » Mais Valentine avait déjà commencé à marcher vers l'avant, ses chaussures d'école claquant sur le sol de marbre. Ses couettes se balançaient tandis qu'elle avançait avec une détermination absolue. « Mon papa n'est pas méchant », déclara-t-elle avec une conviction qui fit sentir à plusieurs adultes un nœud dans la gorge. « Mon papa est bon. Il m'a appris qu'il faut toujours dire la vérité, et s'il dit qu'il n'a pas pris cet argent, alors il ne l'a pas pris. » Marc sentit que les larmes menaçaient de le trahir. Sa petite guerrière était là pour le défendre alors que tout le monde l'avait abandonné. Le juge Léonard la regarda avec curiosité. Il avait vu de nombreux cas au cours de ses 20 ans de carrière, mais jamais une enfant n'avait montré autant de détermination et de pureté dans ses paroles. « Valentine, » lui dit-il d'une voix plus douce, « je comprends que vous aimiez votre papa, mais nous, les adultes, devons prendre des décisions basées sur des preuves. Mais vous ne pouvez pas marcher, » interrompit la fillette, avec l'honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent, provoquant un silence absolu dans toute la salle. L'atmosphère devint tendue. Certaines personnes échangèrent des regards mal à l'aise. Personne n'osait mentionner la condition du juge de manière aussi directe. Mais Valentine n'avait pas terminé. Elle s'approcha davantage jusqu'à être juste devant le fauteuil roulant du juge, le regardant directement dans les yeux, avec cette pureté qui désarme toute défense. « Ma grand-mère Rose m'a dit que quand on a vraiment la foi, de cette foi qui vient du cœur, de très belles choses peuvent arriver, » continua la fillette, ses paroles chargées d'une sincérité qui toucha l'âme de toutes les personnes présentes. « Si vous donnez une chance à mon papa, si vous me laissez vous prouver qu'il est bon, je vais vous aider à marcher de nouveau. » Un silence sépulcral s'empara du tribunal. C'était comme si le temps s'était arrêté. La procureure Isabelle fronça les sourcils d'incrédulité. L'avocat maître Hérault ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Les assistants sur les bancs semblaient des statues de sel. Le juge Léonard sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, comme si une main chaude avait touché son cœur. Pendant toutes ces années, depuis son accident, il avait appris à vivre avec sa condition. Il avait trouvé un sens à son travail,
Mais jamais personne ne lui avait offert l'espoir d'une manière aussi pure et désintéressée. « Valentine !» murmura le juge. Et pour la première fois depuis longtemps, sa voix se brisa légèrement. « Les médecins ont dit que mes jambes ne... Les médecins ne connaissent pas ma grand-mère !» interrompit la fillette avec un sourire qui illumina toute la salle. Elle dit qu'il y a deux types de médecine, celle des docteurs et celle du cœur, et le cœur ne ment jamais. La petite tendit ses petites mains vers les jambes du juge, mais s'arrêta, attendant sa permission avec une éducation qui en disait long sur l'éducation qu'elle avait reçue. « Je peux ?» demanda-t-elle avec tant de tendresse que plusieurs adultes durent s'essuyer discrètement les yeux. Le juge Léonard regarda ses petites mains. Puis il regarda les yeux couleur miel remplis d'espoir, et quelque chose en lui dit que ce moment allait tout changer pour toujours. Lentement, très lentement, il hocha la tête. Et c'est alors que commença à se produire quelque chose qu'aucune personne dans cette salle n'oublierait jamais de toute sa vie. Le silence dans le palais de justice de Sainte-Espérance était si profond qu'on pouvait entendre le battement de chaque cœur. Tous les yeux étaient fixés sur la petite Valentine qui se tenait debout devant le juge Léonard, ses petites mains tendues, attendant sa permission avec une patience qui défiait son jeune âge. Le juge regarda ses petites mains qui tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une émotion pure. En 20 ans à rendre la justice, il avait tout vu. Criminels endurcis, victimes brisées, avocats brillants et d'autres incompétents. Mais jamais il n'avait vu autant de foi concentrée en un être si petit. « D'accord, Valentine », murmura le juge d'une voix à peine audible. « Vous pouvez essayer. » La procureure Isabelle se leva d'un bond, son visage reflétant un mélange d'incrédulité et d'agacement. « Monsieur le juge », protesta-t-elle d'une voix stridente, « c'est complètement irrégulier. Nous ne pouvons pas permettre qu'une enfant transforme ce tribunal en un cirque de superstition. » Mais le juge Léonard leva la main, la faisant taire. Quelque chose en lui disait qu'il devait permettre que cela se produise, comme si une voix ancestrale lui murmurait que certains moments de la vie transcendent les règles et les protocoles. Valentine s'approcha davantage jusqu'à être à quelques centimètres des jambes immobiles du juge. Ses petits yeux couleur miel brillaient d'une détermination qui aurait fait rougir de honte de nombreux adultes. « Ma grand-mère Rose m'a appris que les mains peuvent parler quand le cœur est pur », dit la fillette avec cette sagesse que possèdent parfois les plus petits. Elle dit que quand quelqu'un souffre, nous pouvons partager notre force. Avec une délicatesse infinie, Valentine posa ses petites paumes sur les genoux du juge. Ses petites mains paraissaient minuscules contre la robe formelle du magistrat, comme deux papillons blancs se posant sur une montagne. Et alors, il se produisit quelque chose qu'aucune personne dans cette salle n'avait prévu. Le juge Léonard sentit une chaleur étrange, comme si un très léger courant électrique parcourait ses jambes. Ce n'était pas de la douleur, pas de l'inconfort. C'était quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 5 longues années. Ses yeux s'écarquillèrent, et une expression d'étonnement absolu se dessina sur son visage. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues sans qu'il puisse les contrôler. « Je sens quelque chose », murmura-t-il d'une voix brisée, regardant ses jambes, qui étaient restées silencieuses si longtemps. Un murmure de surprise se répandit dans toute la salle comme une vague. Certains assistants se levèrent pour mieux voir, d'autres se signèrent instinctivement. Marc, depuis le banc des accusés, observait la scène, les yeux remplis de larmes, partagé entre l'espoir de sa liberté et l'étonnement de ce qu'il était en train de vivre. Le docteur Catherine Dupont, neurologue qui se trouvait dans le public observant le procès par curiosité professionnelle, s'approcha rapidement. Elle avait soigné le juge Léonard des années auparavant, immédiatement après son accident, et connaissait parfaitement sa condition. « Monsieur le juge », dit le docteur d'une voix professionnelle mais tremblante, « que ressentez-vous exactement ?» Léonard ferma les yeux, se concentrant sur les sensations qui parcouraient son corps. « C'est comme si j'avais dormi et que quelqu'un me réveillait doucement », décrivit-il avec étonnement. « Je sens des picotements, je sens de la chaleur, docteur Dupont. Pendant 5 ans, je n'ai absolument rien senti de la taille aux pieds, et maintenant, il tenta de bouger les orteils à l'intérieur de ses chaussures en cuir noir. Au début, rien ne se passa, mais ensuite, très légèrement, il sentit qu'il répondait à sa commande mentale. « Mon Dieu !» s'exclama le docteur en tombant à genoux pour examiner les jambes du juge. « C'est médicalement impossible. Ses nerfs spinaux ont été gravement endommagés lors de l'accident. Les études ont montré une lésion complète au niveau de la 2e vertèbre lombaire. » Mais Valentine garda ses petites mains sur les genoux du juge, fermant les yeux et murmurant des mots que seule elle pouvait entendre, comme si elle tenait une conversation secrète avec des forces invisibles. « Ma grand-mère dit que parfois les docteurs voient avec les yeux, mais pas avec l'âme, » murmura la fillette sans ouvrir les yeux. Elle dit que le corps a une mémoire, et qu'il a parfois juste besoin que quelqu'un lui rappelle comment être fort de nouveau. Le juge Léonard sentit une vague d'émotions qu'il avait gardées enfouies pendant des années. Il se rappela vivement le jour de son accident. Il revenait d'une audience très difficile,
où il avait dû condamner un jeune père de famille pour un délit qu'il avait commis par désespoir. Il pleuvait intensément, les routes étaient glissantes et un camion avait perdu le contrôle. Il s'était réveillé à l'hôpital 3 jours plus tard, les médecins lui expliquant gentiment qu'il ne marcherait plus jamais. À ce moment-là, il avait senti que sa vie telle qu'il la connaissait était terminée. Mais avec le temps, il avait appris à trouver un sens à sa nouvelle réalité. Il avait développé une empathie plus profonde envers la souffrance humaine. « Valentine, » murmura le juge, « comment savez-vous faire cela ?» La fillette ouvrit ses yeux couleur miel et le regarda avec un sourire qui semblait contenir tous les secrets de l'univers. « Ce n'est pas moi qui le fais, » répondit-elle avec cette honnêteté transparente que seuls les enfants possèdent. « Ma grand-mère dit que quand quelqu'un a le cœur très pur et croit vraiment que de bonnes choses peuvent arriver, alors les bonnes choses viennent toutes seules. » À ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le juge Léonard, se concentrant de toutes ses forces, réussit à bouger légèrement son pied droit. Ce fut un très petit mouvement, presque imperceptible, mais il était réel. Le docteur Catherine étouffa un cri de surprise. « Ça a bougé, son pied a bougé », s'exclama-t-elle, provoquant un murmure d'étonnement dans toute la salle. Mais Valentine n'avait pas terminé. Elle regarda le juge directement dans les yeux et lui parla avec un sérieux qui contrastait complètement avec son jeune âge. « Monsieur le juge, vous pouvez ressentir de nouveau parce que votre cœur a toujours été bon. Vous aidez les gens, vous cherchez la vérité. Mais mon papa a aussi le cœur bon, et il a besoin que vous l'aidiez aussi. » Les mots de la fillette tombèrent sur le tribunal comme des gouttes de pluie sur une terre sèche. Le juge Léonard comprit à cet instant qu'il vivait quelque chose qui transcendait toute expérience antérieure. Cette petite avait réussi en quelques minutes ce que les meilleurs médecins du pays avaient déclaré impossible. Il retira soigneusement les petites mains de Valentine de ses genoux et les prit dans les siennes, avec une tendresse infinie. « Valentine, ce que vous venez de faire, je n'ai pas de mots pour vous remercier, mais dites-moi, croyez-vous vraiment que votre papa est innocent ?» La fillette hocha la tête avec une conviction telle qu'elle aurait convaincu le plus sceptique. « Mon papa ne m'a jamais menti, pas même quand je lui ai demandé si les monstres existaient sous le lit. Il m'a dit la vérité, que les seuls monstres qui existent sont certaines personnes qui ont oublié d'être bonnes, mais lui n'a jamais oublié d'être bon. » Le juge Léonard regarda Marc, qui observait la scène, les larmes coulant librement sur ses joues. Puis il regarda la procureure Isabelle, qui semblait en état de choc total. Et c'est alors qu'il prit une décision qui allait changer à jamais le cours de cette histoire extraordinaire. Le juge Léonard regarda directement dans les yeux de Valentine, et pour la première fois en 5 ans, sentit que quelque chose de plus grand que la loi guidait ses décisions. La chaleur qu'il avait sentie dans ses jambes était toujours là, comme une promesse murmurante que les miracles existaient encore dans ce monde. « Procureur Isabelle, » dit-il d'une voix ferme, « je demande une suspension de 3 jours pour enquêter personnellement sur cette affaire. Quelque chose me dit que nous devons approfondir les preuves présentées. » La procureure Isabelle se leva d'un bond, son visage rougi d'indignation. « Monsieur le juge, c'est complètement irrégulier. Les preuves sont claires, les documents sont signés, les relevés bancaires sont irréfutables. Nous ne pouvons pas permettre que des tours d'illusionnisme influencent l'administration de la justice. » Mais le juge Léonard avait déjà pris sa décision. Avec un effort considérable, il réussit à déplacer son fauteuil roulant en utilisant non seulement ses bras, mais en appliquant une légère pression avec ses jambes, quelque chose qu'il n'avait pas été capable de faire depuis son accident. « Le tribunal se déclare en délibéré », annonça-t-il en frappant son marteau. « Huissier Dupont, veuillez accompagner la famille Dubois à la salle d'attente. » Tandis que la salle se vidait lentement, Valentine s'approcha de nouveau du juge. Ses petits yeux couleur miel brillaient d'une sagesse qui défiait son jeune âge. « Monsieur le juge, » murmura la fillette, « ma grand-mère Rose veut vous rencontrer. Elle dit que vous avez des questions auxquelles seule elle peut répondre. » 2 jours plus tard, dans une petite maison du quartier de l'Espérance, le juge Léonard était assis dans son fauteuil roulant devant une femme aux cheveux argentés qui irradiait une sérénité extraordinaire. Rose Moreau, la grand-mère de Valentine, avait les mains burinées par 70 ans de vie et des yeux qui semblaient garder des secrets ancestraux. « Juge Léonard, » dit Rose d'une voix douce, mais pleine d'autorité, « vous êtes venu ici chercher des réponses sur ma petite fille, mais les vraies questions sont dans votre cœur. » La maison était modeste, mais impeccablement propre. Les murs étaient décorés de photographies de famille et de petites plantes que Rose cultivait avec soin. Valentine jouait silencieusement dans un coin, dessinant avec des crayons de couleur. « Madame Rose, » commença le juge, « ce que votre petite fille a fait au tribunal, comment est-ce possible? Les médecins disent qu'il est impossible que j'aie retrouvé la sensation dans mes jambes. » Rose sourit de ce sourire que les grands-mères ont quand elles connaissent des secrets que le monde adulte a oubliés. « Ma petite fille a le don qui vient de très loin dans notre famille, » expliqua-t-elle en servant du thé aux herbes dans des tasses en céramique bleue. « Mon arrière-grand-mère l'avait, ma mère aussi, et je l'ai eue quand j'étais jeune.
mais on le perd en grandissant et en cessant de croire aux choses qu'on ne peut pas toucher avec les mains. Un don ? Demanda le juge en se penchant en avant. Le don de guérir ce qui est brisé, non seulement dans le corps mais dans l'âme, répondit Rose. Mais Valentine est spéciale. Son don est plus pur parce que son cœur n'a jamais connu la méchanceté. Quand elle touche quelqu'un qui souffre, sa foi devient une médecine. À ce moment-là, Marc entra dans la pièce. Il avait l'air émacié, avec de profondes cernes qui témoignaient de nuits sans sommeil. Il avait été libéré sous caution grâce à l'intervention du juge, mais le poids de l'accusation le consumait. « Monsieur le juge, » dit Marc d'une voix brisée, « je ne sais comment vous remercier de m'avoir donné cette opportunité. Je sais que les preuves me condamnent, mais je jure sur la vie de ma fille que je n'ai pas volé cet argent. » Rose observa Marc avec ses yeux qui semblaient voir au-delà des apparences. « Racontez-nous exactement ce qui s'est passé à votre travail, mon garçon, » lui dit-elle avec une gentillesse maternelle. Marc s'assit sur une chaise en bois, se frottant nerveusement les mains. « Je travaillais comme comptable chez Construction Nouvelle-Vallée depuis 6 ans. Mon supérieur direct était Raoul Leclerc. Dernièrement, il était très nerveux. Il arrivait en retard, restait travailler très tard le soir. Il y a 3 semaines, il m'a demandé de vérifier des documents urgents. Il m'a dit qu'il avait besoin de ma signature pour autoriser des virements d'urgence. « Et vous avez signé ?» demanda le juge. « Oui, j'ai signé. Les documents qu'il m'a montrés. C'était des ordres de paiement pour des fournisseurs, quelque chose de tout à fait normal. Mais je n'ai jamais vu les documents qui sont apparus ensuite dans l'enquête. Ceux qui auraient soi-disant autorisé des virements sur mon compte personnel. » Rose échangea un regard significatif avec le juge. Ses années d'expérience lui avaient appris à reconnaître la vérité quand elle l'entendait. « Juge Léonard, » dit l'aîné, « croyez-vous qu'un homme qui a élevé une enfant comme Valentine puisse être un voleur ?» C'est à ce moment-là que le téléphone de la maison sonna. Rose décrocha avec son calme habituel. « Oui. » Son expression changea progressivement. « Oui, il est là. »« Quoi ? Vous êtes sûr ? Je comprends. Merci beaucoup. » Elle raccrocha et se tourna vers Marc avec urgence. C'était l'inspecteur André Morin de la police judiciaire. Il dit qu'il a besoin de vous voir immédiatement. Ils ont trouvé quelque chose d'important dans les bureaux de votre entreprise. 1 heure plus tard, au commissariat, l'inspecteur André Morin, un homme d'âge moyen réputé pour son honnêteté irréprochable, étalait plusieurs documents sur son bureau. « Marc, juge Léonard, ce que nous avons trouvé va complètement changer cette affaire, » annonça-t-il avec sérieux. « Hier, nous avons obtenu un mandat de perquisition pour les ordinateurs de Construction Nouvelle-Vallée, en particulier celui du superviseur Raoul Leclerc. L'inspecteur désigna un dossier épais rempli de documents. Nous avons trouvé 2 versions de chaque document que Marc a signé. Dans une version, celle qui a été montrée à Marc, des paiements normaux étaient autorisés aux fournisseurs. Dans l'autre version, les mêmes numéros de référence et les mêmes signatures, mais les destinataires avaient été modifiés numériquement pour diriger l'argent vers des comptes personnels. Marc sentit comme si un poids énorme avait été enlevé de sa poitrine. « Mais ce n'est pas tout », continua l'inspecteur. « Nous avons également trouvé des preuves que Raoul Leclerc jouait dans des casinos en ligne et avait perdu une somme d'argent considérable de l'entreprise au cours des 6 derniers mois. Il avait besoin d'un bouc émissaire pour couvrir ses pertes. » Le juge Léonard serra les commandes de son fauteuil roulant, sentant une indignation qui le traversait tout le corps, y compris ses jambes, où persistait encore cette étrange sensation de chaleur. « Où est Raoul Leclerc maintenant ?» demanda-t-il d'une voix ferme. « C'est la partie compliquée, » répondit l'inspecteur d'un air préoccupé. « Depuis hier, il n'apparaît nulle part. Sa femme dit qu'il est parti tôt et n'est pas rentré. Son téléphone portable est éteint et, selon le relevé de sa carte de crédit, il a retiré une grosse somme d'argent hier à l'aube. » À ce moment-là, Valentine, qui jouait silencieusement dans un coin du bureau de l'inspecteur, courut vers son papa. « Papa !» s'exclama-t-elle avec joie. « Ils savent déjà que tu es bon. » Marc la souleva dans ses bras, les larmes coulant librement sur ses joues. « Oui, mon amour, ils le savent déjà, » murmura-t-il contre ses cheveux, « grâce à toi et à ton courage. » Mais Valentine se dégagea des bras de son papa et se dirigea vers le juge Léonard avec ce sérieux que les enfants ont parfois quand ils pressentent des choses que les adultes ne peuvent pas voir. « Monsieur le juge, » lui dit-elle en posant de nouveau ses petites mains sur les genoux du magistrat, « le monsieur méchant va revenir demain. Ma grand-mère dit que les gens qui font de mauvaises choses reviennent toujours pour essayer de réparer leurs erreurs, mais parfois ils empirent les choses. » L'inspecteur André fronça les sourcils. Comment une enfant de 8 ans peut-elle savoir cela? Mais le juge Léonard avait déjà appris à ne pas sous-estimer les paroles de Valentine. Il sentit de nouveau cette chaleur parcourir ses jambes, plus forte qu'avant, comme si son corps se souvenait comment ressentir la vie de nouveau. « Inspecteur Morin, » dit-il avec détermination, « je veux que vous mettiez une surveillance discrète à l'entreprise demain. Si Valentine a raison et que Raoul revient, nous devons être préparés. » Et alors qu'il sortait du commissariat,
le juge Léonard fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 5 ans. Il essaya d'exercer une pression réelle avec ses jambes pour propulser son fauteuil roulant, et à son étonnement absolu, ses muscles répondirent avec une force qu'il croyait perdue pour toujours. Mais aucun d'eux n'imaginait que le lendemain, Raoul Leclerc non seulement reviendrait, mais apporterait avec lui une preuve qui pourrait détruire à jamais les espoirs de liberté de Marc. L'aube du lendemain arriva enveloppée d'un épais brouillard qui couvrait la ville comme un manteau gris. Dans les bureaux de construction Nouvelle-Vallée, l'inspecteur André Morin et 2 agents infiltrés s'étaient postés dès 5 heures du matin, suivant l'étrange mais juste prédiction de Valentine. À 8h37 du matin, exactement comme l'enfant l'avait pressenti, Raoul Leclerc apparut sur le parking de l'entreprise. Son apparence avait radicalement changé en à peine 2 jours. Barbe non rasée, vêtements froissés, et yeux rouges qui trahissaient des nuits sans sommeil. Depuis sa position dans une camionnette de surveillance, l'inspecteur observa à travers des jumelles comment Raoul regardait nerveusement de tous les côtés avant d'entrer dans le bâtiment en utilisant sa carte d'accès qui, étonnamment, fonctionnait toujours. « Équipe Alpha, le suspect est entré dans le bâtiment », murmura l'inspecteur par sa radio. « Maintenez vos positions, mais n'intervenez pas avant mon signal. » Pendant ce temps, au palais de justice de Sainte-Espérance, le juge Léonard s'était levé avant l'aube avec une sensation extraordinaire. Pour la première fois en 5 ans, il avait réussi à transférer un poids réel sur ses jambes en se levant du lit. Il ne pouvait pas encore marcher, mais la connexion entre son esprit et ses membres inférieurs se renforçait chaque jour qui passait depuis la rencontre avec Valentine. Sa secrétaire judiciaire, Patricia Duval, une femme efficace de 40 ans qui travaillait avec lui depuis avant l'accident, entra dans son bureau avec une expression préoccupée. « Monsieur le juge, un pli très étrange vient d'arriver », dit Patricia, en tendant une enveloppe Kraft sans expéditeur. Ils l'ont trouvé sous la porte principale du tribunal ce matin. Léonard ouvrit l'enveloppe avec soin. À l'intérieur, il y avait des photographies, des documents et une lettre manuscrite d'une écriture tremblante. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant le contenu. « Patricia, contactez immédiatement l'inspecteur Morin. Dites-lui que nous avons une urgence et que j'ai besoin de lui parler tout de suite. » Dans les bureaux de construction Nouvelle-Vallée, Raoul Leclerc se dirigeait directement vers son ordinateur personnel. Ses mains tremblaient tandis qu'il entrait des mots de passe et cherchait désespérément des fichiers spécifiques. Ce qu'il ignorait, c'est que chacun de ses mouvements était surveillé par les caméras de sécurité que l'inspecteur avait activées à distance. Soudain, Raoul s'arrêta devant son écran avec une expression d'horreur absolue. Les fichiers qu'il cherchait n'étaient plus là. À leur place, il y avait un nouveau dossier intitulé « Preuves, sauvegarde », qui contenait des copies de tous les documents falsifiés qu'il avait créés pour incriminer Marc. « Non, non, non », murmura-t-il à lui-même, frappant désespérément le clavier. C'est alors qu'il entendit des pas s'approcher dans le couloir. Raoul se cacha rapidement sous son bureau, le cœur battant si fort qu'il était sûr qu'on pouvait l'entendre depuis le couloir. Ernest Fournier, le directeur général de l'entreprise de construction, entra dans le bureau accompagné d'un homme élégant que Raoul ne reconnut pas. Ernest était un homme corpulent de 50 ans, avec un air d'autorité qui intimidait ses employés. « Comme je vous l'ai dit au téléphone, Maître Lefebvre, » entendit Raoul dire Ernest, « j'ai besoin que ce problème soit résolu définitivement. Marc Dubois en sait trop sur nos opérations financières. » L'homme élégant, apparemment un avocat, répondit d'une voix froide et calculatrice. « Je comprends votre inquiétude, monsieur Fournier, mais j'ai besoin que vous m'expliquiez exactement combien d'argent risque d'être découvert si cette affaire est examinée en profondeur. » Raoul sentit le sang se figer dans ses veines. De sa cachette sous le bureau, il réalisa qu'il avait été utilisé comme un pion dans une opération bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. « Nous ne parlons pas seulement des 50 000 € que Raoul a transférés sur son compte, » continua Ernest. « Nous parlons de plus de 2 millions d'euros que nous avons détournés des budgets de construction au cours des 3 dernières années. Si Marc parle et que quelqu'un décide d'enquêter sur les vrais livres comptables... » « Je comprends, » interrompit Maître Lefebvre. « Et où est Raoul Leclerc maintenant ? Disparu, comme je vous l'ai dit, mais j'ai un plan alternatif. J'ai préparé de nouveaux documents qui impliquent directement Marc comme le cerveau de toute l'opération. Des documents qui montrent qu'il n'a pas seulement volé les 50 000 €, mais qu'il coordonne le détournement de fonds depuis des années. » Raoul dut se couvrir la bouche avec la main pour ne pas crier. Il était devenu, sans le savoir, le bouc émissaire d'un réseau de corruption qui impliquait des millions d'euros et des années d'opérations frauduleuses. À ce moment-là, son téléphone portable vibra avec un message texte. Le son, bien que silencieux, lui parut aussi fort qu'un cri dans le silence du bureau. Ernest s'arrêta au milieu de sa phrase. « Vous avez entendu ça ?» demanda-t-il en regardant autour du bureau. Raoul retint son souffle, priant tous les saints qu'il connaissait, mais Maître Lefebvre s'approchait déjà du bureau. « Il y a quelqu'un ici ?» dit-il d'une voix menaçante.
Sortez immédiatement ou nous appelons la sécurité. Raoul n'eut d'autre choix que de sortir lentement de sa cachette, les mains tremblantes et le visage pâle comme un linge. « Raoul !» s'exclama Ernest, mais sa surprise initiale se transforma rapidement en un sourire froid. « Quelle apparition opportune! Nous parlions justement de vous. Je suis juste venu chercher mes affaires personnelles, » balbutia Raoul. « Je n'ai rien entendu, je ne sais rien, mais Maître Lefebvre avait déjà fermé la porte du bureau à clé. Je crains qu'il ne soit trop tard pour cela, Raoul, » dit Ernest avec un calme effrayant. « Vous avez trop entendu, et maintenant vous avez deux options. Soit vous devenez notre collaborateur permanent, soit nous trouvons un autre moyen d'assurer votre silence. » Pendant ce temps, dans une maison à plusieurs kilomètres de distance, Valentine se réveilla en sursaut d'un cauchemar. Elle courut dans la chambre de sa grand-mère Rose, les larmes coulant sur ses joues. « Grand-mère, j'ai fait un vilain rêve », sanglota la fillette. « Le monsieur qui a fait de mauvaises choses à mon papa est en danger. Il y a d'autres messieurs méchants qui veulent lui faire du mal. » Rose serra sa petite fille dans ses bras, mais ses yeux montraient une profonde inquiétude. Elle avait appris à prendre très au sérieux les visions de Valentine. « Qu'as-tu vu d'autre dans ton rêve, mon amour ? J'ai vu monsieur le juge essayer de se lever. Mais il est tombé. »« Bah laisse !» sanglota Valentine. « Et j'ai vu mon papa pleurer parce que quelqu'un lui a dit de très vilains mensonges à son sujet. » Rose décrocha immédiatement le téléphone et composa le numéro du juge Léonard. Il était 9h40 du matin lorsque son appel arriva juste au moment où le juge lisait les documents de l'enveloppe mystérieuse. « Madame Rose, » répondit Léonard, « quelle coïncidence que vous appeliez. Je viens de recevoir des informations qui changent complètement cette affaire. Juge Léonard, ma petite fille a eu une vision. L'homme qui a incriminé Marc est en danger en ce moment même, et elle dit qu'ils vont inventer de nouveaux mensonges sur Marc. » Le juge Léonard sentit son sang se glacer. Les documents qu'il avait devant lui confirmaient exactement ce que Rose venait de lui dire. La lettre anonyme contenait des photographies d'Ernest Fournier lors de réunions secrètes, des copies de documents montrant le détournement de millions d'euros et une confession détaillée de quelqu'un qui s'identifiait seulement comme un employé repentant. « Madame Rose, j'ai besoin que vous ameniez Valentine au tribunal immédiatement, » dit-il avec urgence. « Et s'il vous plaît, contactez l'inspecteur Morin. Je crois que nous sommes sur le point de découvrir que Marc n'est pas seulement innocent du vol dont il est accusé, mais qu'il est victime de quelque chose de bien plus grand. » Dans les bureaux de construction Nouvelle-Vallée, la situation était devenue extrêmement tendue. Raoul était assis sur une chaise, transpirant abondamment, tandis qu'Ernest et Maître Lefebvre discutaient à voix basse de leurs options. « La seule façon de nous protéger est de nous assurer que Marc soit condamné non seulement pour le vol initial, mais comme le cerveau de toute l'opération, » murmura Ernest. « Raoul va signer une confession complète, admettant que Marc l'a fait chanter pour qu'il participe au stratagème. « Et si je refuse ?» demanda Raoul d'une voix ténue. Maître Lefebvre sourit froidement. « Alors nous ferons en sorte que vous disparaissiez pour toujours. Et les documents que nous avons préparés montreront que vous et Marc, vous êtes enfuis ensemble avec tout l'argent. » C'est à ce moment-là que les portes du bureau s'ouvrirent en grand et l'inspecteur André Morin entra accompagné de 4 agents armés. « Personne ne bouge !» cria l'inspecteur. Ernest Fournier et Maître Ricardo Lefebvre sont arrêtés pour fraude, détournement de fonds et conspiration. Mais la plus grande surprise était à venir. À l'entrée du bureau apparut une figure que personne ne s'attendait à voir. À l'entrée du bureau de construction Nouvelle-Vallée apparut une figure qui laissa tout le monde sans voix. Le juge Léonard, mais pas dans son fauteuil roulant, se tenait debout, appuyé sur une canne, les jambes tremblantes, mais fermes, marchant lentement, mais avec une détermination absolue. Derrière lui, comme 2 petits anges gardiens, marchaient Valentine et sa grand-mère Rose. La fillette avait insisté pour l'accompagner, disant que monsieur le juge avait besoin de sa force pour rester debout. « C'est impossible !» s'exclama l'inspecteur André, qui avait vu le juge en fauteuil roulant à peine 3 heures auparavant. « Monsieur le juge, comment allez-vous » Mais Léonard leva la main, le faisant taire. Ses yeux étaient fixés sur Ernest Fournier et Maître Lefebvre, qui semblaient s'être transformés en statue de sel. « Ernest Fournier » dit le juge d'une voix ferme, faisant un pas de plus dans le bureau. « Pendant 15 ans, vous avez volé de l'argent destiné à construire des logements pour les familles de travailleurs. Vous avez détruit la vie d'hommes innocents comme Marc Dubois pour couvrir vos crimes. » Valentine se détacha de la main de sa grand-mère et courut vers Raoul, qui était toujours assis sur la chaise, tremblant de peur. La petite posa ses petites mains sur les épaules de l'homme qui avait tenté de détruire sa famille. « Monsieur Raoul, » lui dit-elle de cette voix douce qui pouvait désarmer n'importe quel cœur. « Mon papa dit que, quand quelqu'un fait une erreur, la chose la plus courageuse à faire est de dire la vérité pour arranger les choses. » Raoul regarda ses yeux couleur miel remplis de pardon et de compassion, et quelque chose se brisa en lui. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues
tandis qu'il regardait la fillette qu'il avait tenté de priver de père. « Je suis tellement désolé, petite », murmura-t-il d'une voix brisée. « Ton papa n'a jamais rien fait de mal. C'est moi qui ai signé les faux documents, mais je ne savais pas que cela faisait partie de quelque chose d'aussi grand. Je pensais que je couvrais juste quelques comptes de casino. » Ernest Fournier se leva d'un bond, le visage rougi de fureur. « Tais-toi, Raoul, tu ne sais pas ce que tu dis. » Mais le juge Léonard fit un autre pas en avant, et bien que ses jambes tremblassent visiblement, sa présence irradiait une autorité que personne n'osait défier. « Ernest, ça suffit », déclara-t-il d'une voix qui résonna dans tout le bureau. « Nous avons des enregistrements de tout ce que vous avez dit ici ce matin. Nous avons des documents qui prouvent le détournement de fonds de plus de 2 millions d'euros. Et maintenant, nous avons la confession de Raoul. » L'inspecteur Morin s'approcha d'Ernest avec les menottes préparées, mais le directeur fit un pas en arrière. « C'est un coup monté !» cria-t-il désespérément. « Ce juge agit de manière irrégulière. Il ne peut pas enquêter personnellement sur des affaires. Tout cela est inadmissible. » C'est alors que Rose Moreau parla pour la première fois depuis leur arrivée, avec cette voix sereine que possèdent les personnes qui ont beaucoup vu dans la vie. « Mon garçon, dit-elle à Ernest, j'ai vécu 70 ans dans ce monde et j'ai appris que les secrets finissent toujours par éclater au grand jour. Comme l'eau qui trouve son chemin vers la mer, la vérité trouve toujours son chemin vers le cœur des gens. » À ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le juge Léonard, poussé par une force qu'il ne comprenait pas complètement, lâcha sa canne et fit 3 pas complets, sans aucun soutien. Ses jambes répondirent comme si elles attendaient ce moment depuis 5 longues années. Tous les présents restèrent bouche bée. L'inspecteur Morin dut s'asseoir sur une chaise pour ne pas tomber de surprise. Même Ernest cessa de crier et regarda la scène avec des yeux exorbités. « Comment est-ce possible ?» murmura maître Lefebvre, qui jusque-là avait conservé son sang-froid professionnel. Valentine courut vers le juge Léonard et lui prit la main avec cette naturalité que les enfants ont face au miracle. « Ma grand-mère dit que quand quelqu'un consacre sa vie à aider les autres, l'univers lui rend cette aide quand il en a le plus besoin, » expliqua la fillette avec un sourire radieux. « Vous avez aidé mon papa, alors les bonnes forces vous ont aidé vous. » Mais le moment magique fut interrompu lorsque le téléphone du bureau commença à sonner avec insistance. L'inspecteur Morin décrocha. « Oui. Quoi? Vous êtes sûr? Compris. Nous arrivons tout de suite. » Il raccrocha le téléphone et se tourna vers le groupe avec une expression grave. « Monsieur le juge, il y a un problème. Les médias ont appris ce qui se passe ici. Il y a 3 camions de presse devant le tribunal et ils rapportent que vous avez abandonné votre impartialité judiciaire pour enquêter personnellement sur une affaire. » Le visage du juge Léonard s'assombrit. Il savait que cela pourrait signifier la fin de sa carrière, mais il savait aussi qu'il n'aurait pas pu agir autrement. De plus, continua l'inspecteur, la procureure Isabelle Vidal a déposé une plainte formelle contre vous auprès du Conseil supérieur de la magistrature, alléguant des irrégularités procédurales et une influence indue de facteurs non scientifiques dans vos décisions judiciaires. Valentine regarda le juge avec inquiétude, percevant que quelque chose de grave se passait, bien qu'elle ne comprit pas complètement les détails juridiques. « Monsieur le juge, vous allez avoir des problèmes pour avoir aidé mon papa ?» demanda-t-elle avec cette innocence qui fendait le cœur. Léonard s'agenouilla lentement devant la fillette, ses jambes répondant parfaitement à sa volonté. « Valentine, parfois faire ce qui est juste nous attire des problèmes avec les personnes qui ne comprennent pas, mais je préfère avoir des problèmes en sachant que j'ai aidé votre famille que de vivre tranquille en sachant que votre papa innocent est en prison. Of this funny. » À ce moment-là, Raoul Leclerc se leva avec une détermination renouvelée. « Non, dit-il d'une voix ferme, je ne vais pas permettre que le juge Léonard ait des problèmes pour avoir fait ce qui est juste. Je vais tout avouer publiquement. Je vais dire exactement comment Ernest m'a manipulé, comment j'ai falsifié les documents, comment Marc Dubois est complètement innocent. » Ernest rugit comme un animal acculé. « Si tu parles, je te détruis. J'ai des contacts partout. Je peux te faire disparaître. » Mais Valentine s'approcha de Raoul et posa de nouveau ses petites mains sur les siennes. « Monsieur Raoul, quand mon papa m'a appris à faire du vélo, il m'a dit qu'au début ça faisait très peur de lâcher les mains du guidon, mais que c'est la seule façon d'apprendre à garder l'équilibre toute seule. Dire la vérité, c'est comme lâcher les mains du guidon. » Raoul regarda ses petites mains qu'il avait touchées avec compassion au lieu de haine et sentit une paix qu'il n'avait pas éprouvée depuis des mois. « Tu as raison, petite, » murmura-t-il. « Il est temps que j'apprenne à garder l'équilibre. » Il se tourna vers l'inspecteur Morin avec une nouvelle détermination. « Inspecteur, je veux faire une confession complète et détaillée. Je veux que vous appeliez les journalistes. Je veux dire la vérité tout publiquement, quelles qu'en soient les conséquences. » Le juge Léonard sentit un mélange de fierté et d'inquiétude. Il savait que ce qui se passait sauverait Marc, mais il savait aussi qu'il ferait face à de graves conséquences pour ses méthodes peu orthodoxes. Rose s'approcha du juge et lui posa une main ridée, mais chaude,
sur l'épaule. Juge Léonard, ma petite fille m'a raconté quelque chose hier soir qu'elle n'avait dit à personne. En rêve, elle a vu que vous auriez à choisir entre votre travail et votre cœur, et elle a vu qu'après avoir fait le bon choix, beaucoup de bonnes choses allaient se passer. Quelle sorte de bonnes choses? Demanda Léonard, bien qu'une partie de lui craignît la réponse. Valentine sourit de ce sourire qui pouvait illuminer la pièce la plus sombre. J'ai vu que vous n'alliez pas seulement marcher de nouveau, monsieur le juge. J'ai vu que vous alliez courir. Et j'ai vu que de nombreuses familles comme la mienne allaient recevoir de l'aide parce que vous avez été courageux. À ce moment-là, le téléphone de l'inspecteur sonna de nouveau. Après une brève conversation, il se tourna vers le groupe avec une expression mêlant surprise et espoir. Monsieur le juge, c'était le cabinet du président du Conseil supérieur de la magistrature. Il dit qu'il veut vous rencontrer d'urgence, mais pas pour vous sanctionner. Il dit qu'ils ont reçu des informations supplémentaires sur cette affaire qui change toute la donne. Léonard regarda Valentine, qui lui fit un clin d'œil avec cette complicité que les enfants ont quand ils savent que quelque chose de merveilleux est sur le point de se produire, mais aucun d'eux n'imaginait que la réunion du lendemain révélerait une connexion qui changerait non seulement le destin de Marc, mais l'avenir de la justice dans tout le pays. Le lendemain, dans l'imposant bâtiment du Conseil supérieur de la magistrature, le juge Léonard marchait lentement dans les couloirs de marbre, s'appuyant à peine sur sa canne. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme un écho d'espoir dans son cœur. Valentine marchait à ses côtés, lui tenant la main libre, irradiant cette confiance inébranlable que seuls les enfants ont quand ils savent que quelque chose de merveilleux est sur le point de se produire. « Monsieur le juge », murmura la fillette, tandis qu'ils attendaient devant le bureau présidentiel. « Ma grand-mère a eu un autre rêve hier soir. Elle dit que le monsieur important que nous allons rencontrer a le cœur très triste à cause de quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps. » Léonard regarda Valentine avec ce mélange d'étonnement et de respect qu'il avait développé envers les perceptions extraordinaires de la petite. « Qu'est-ce que votre grand-mère vous a dit d'autre ?» demanda-t-il avec curiosité. « Que vous allez aussi aider ce monsieur, tout comme je vous ai aidé, » répondit Valentine avec un sourire qui illumina tout le couloir. « Mais que d'abord il va nous aider, nous. » La porte du bureau s'ouvrit et apparut un homme élégant d'environ 60 ans, aux cheveux argentés et aux yeux qui semblaient porter le poids de nombreuses responsabilités. C'était le magistrat Alexandre Lambert, président du Conseil supérieur de la magistrature. « Juge Léonard, veuillez entrer, » dit-il d'une voix grave mais chaleureuse. « Et je suppose que cette charmante enfant est la fameuse Valentine, dont tout le pays parle. » Valentine fit une petite révérence polie, comme sa grand-mère le lui avait appris. « Enchanté, monsieur le magistrat, » dit-elle avec cette formalité adorable que les enfants ont quand ils veulent impressionner les adultes. Une fois dans le bureau, Alexandre s'assit derrière son bureau en acajou. Mais Léonard remarqua quelque chose d'inhabituel. Il y avait des photographies d'un petit garçon partout et dans un coin un petit autel avec des bougies et des fleurs fraîches. « Juge Léonard, » commença Alexandre d'une voix solennelle. « Tout d'abord, je dois vous dire qu'officiellement, vous devriez faire face à une enquête disciplinaire pour méthodes irrégulières, mais il y a des circonstances extraordinaires qui ont complètement changé la situation. » Le magistrat se leva et marcha vers la fenêtre qui donnait sur toute la ville. « Il y a 3 jours, nous avons reçu un appel anonyme de quelqu'un qui s'est identifié uniquement comme une mère préoccupée. Cette personne nous a informé que Construction Nouvelle-Vallée avait escroqué le gouvernement avec des contrats gonflés depuis plus de 5 ans. » Léonard se pencha en avant, intrigué. « En enquêtant sur cette dénonciation, » continua Alexandre, « nous avons découvert que nous ne parlons pas seulement du cas de Marc Dubois. Nous parlons d'un stratagème qui a volé plus de 15 millions d'euros destinés à des logements pour des familles à faible revenu. » Valentine, qui était restée très sage, se leva soudainement et s'approcha de l'autel dans le coin du bureau. « Ce petit garçon était votre fils ?» demanda-t-elle avec cette innocence qui peut briser n'importe quelle barrière adulte. Le visage du magistrat Alexandre changea complètement. Ses yeux se remplirent de larmes qu'il avait retenues pendant des années. « Oui, ma petite, c'était mon fils, Sylvain. Il avait le même âge que toi quand il est allé au ciel. » Valentine regarda la photographie du garçon avec ses yeux couleur miel, remplis de compréhension. « Il est devenu triste parce que les maisons qu'on lui a promises n'étaient pas bonnes ?» demanda la fillette avec une intuition qui glaça le magistrat. Alexandre dut s'asseoir, tremblant visiblement. « Comment peux-tu savoir cela ?» murmura-t-il d'une voix brisée. « Sylvain est mort il y a 8 ans dans l'effondrement d'un immeuble d'appartements qui avait été construit par Construction Nouvelle-Vallée, un immeuble qui était censé respecter tous les codes de sécurité. » Léonard sentit son cœur se serrer. Il comprenait soudain pourquoi l'affaire de Marc était arrivée jusqu'aux plus hautes sphères de la justice. « Monsieur le magistrat, » dit Léonard d'une voix douce, « je suis profondément désolé. Je n'avais aucune idée du lien personnel. » Mais Valentine s'était déjà approchée du magistrat Alexandre avec cette naturelle que les enfants ont pour consoler les adultes qui souffrent. « Monsieur,
Ma grand-mère dit que les enfants qui vont au ciel deviennent de petits anges qui veillent sur d'autres enfants, lui dit-elle en posant sa petite main sur la main tremblante du magistrat. Sylvain veille à ce qu'il n'arrive pas la même chose à d'autres enfants comme moi. Alexandre se mit à pleurer ouvertement pour la première fois en 8 ans, des années de douleur réprimée, de recherche de justice sans la trouver, de culpabilité de n'avoir pas pu protéger son propre fils. Sylvain aurait eu 16 ans le mois dernier, sanglota-t-il. Pendant toutes ces années, j'ai enquêté en secret sur Construction Nouvelle-Vallée, mais je n'ai jamais eu suffisamment de preuves pour agir. Valentine garda sa petite main sur celle du magistrat, et Léonard put sentir la pièce se remplir de la même chaleur qu'il avait ressentie au tribunal. « Maintenant vous les avez », dit la fillette avec cette sagesse qui transcendait son âge. « Sylvain a envoyé mon papa pour que vous puissiez trouver la vérité. » À ce moment-là, la secrétaire du magistrat entra d'urgence. « Monsieur le Président, excusez-moi de l'interruption, mais l'inspecteur Morin est ici avec des informations urgentes sur l'affaire Construction Nouvelle-Vallée. »« Qu'il entre immédiatement », ordonna Alexandre en s'essuyant les larmes. L'inspecteur André entra avec un dossier épais et une expression de triomphe. « Magistrat Lambert, juge Léonard, j'ai des nouvelles extraordinaires. La confession publique de Raoul Leclerc hier après-midi a déclenché une avalanche de témoignages. Jusqu'à présent, 17 familles ont déposé plainte contre Construction Nouvelle-Vallée pour des défauts de construction et 5 anciens employés sont venus avouer leur participation forcée au stratagème de falsification de documents. » Magistrat se leva avec une énergie renouvelée. « Que me dites-vous d'Ernest Fournier ? Il chante comme un canari, » répondit l'inspecteur avec un sourire. « Il a avoué tout le stratagème, a remis des comptes bancaires cachés à l'étranger et a promis de coopérer pleinement pour récupérer tout l'argent volé en échange d'une réduction de peine. » Valentine applaudit de joie, comme si elle regardait son émission de télévision préférée. « Tant mieux, ils peuvent maintenant sortir mon papa des ennuis. » Léonard sourit, sentant qu'il pouvait enfin voir la lumière au bout du tunnel. « Plus que cela, petite, votre papa non seulement va être libéré de toutes les accusations, mais il va recevoir une compensation pour toutes les souffrances qu'il a endurées. » Mais le magistrat Alexandre s'approcha de Valentine avec une proposition encore plus extraordinaire. « Valentine, il y a autre chose. Nous avons décidé de créer une fondation avec l'argent récupéré d'Ernest Fournier. Une fondation qui aidera des familles comme la vôtre et qui construira des logements sûrs pour des enfants comme Sylvain, comme vous. » La fillette le regarda avec des yeux brillants. « Et comment va s'appeler la fondation ?» Alexandre regarda la photographie de son fils. Puis il regarda Valentine et pour la première fois en 8 ans, il sourit d'un bonheur véritable. Fondation Sylvain et Valentine pour la justice et l'espérance. Valentine s'approcha de Léonard et lui murmura quelque chose à l'oreille. Le juge hocha la tête avec un sourire. « Magistrat Alexandre, » dit Léonard, « Valentine veut vous demander quelque chose de spécial. » La fillette s'approcha du magistrat avec cette détermination qu'elle avait déjà montrée au tribunal. « Monsieur, je peux vous faire un câlin ? Ma grand-mère dit que les câlins sont une médecine pour le cœur triste. » Alexandre s'agenouilla jusqu'à être à la hauteur de la fillette, et quand Valentine l'embrassa, quelque chose de magique se produisit. Pour la première fois depuis la mort de Sylvain, le magistrat sentit la paix dans son cœur. C'était comme si son fils lui disait qu'il pouvait maintenant laisser partir la douleur et utiliser son amour pour aider les autres. « Merci, petit ange, » murmura Alexandre. « Je crois que Sylvain m'a envoyé le plus beau cadeau que je pouvais recevoir. L'opportunité de transformer ma douleur en espoir pour d'autres familles. » L'inspecteur Morin toussa doucement. « Magistrat, il y a une dernière chose. Les médias sont dehors et attendent une déclaration officielle. Tout le pays suit cette histoire. » Léonard regarda Valentine, qui lui fit un clin d'œil avec cette confiance qui l'avait guidé depuis le premier jour. « Je crois qu'il est temps que le monde sache que parfois les miracles viennent dans de très petits paquets, mais avec de très grands cœurs, » dit le juge. Alors qu'il se préparait à sortir pour faire face aux médias, Alexandre prit la main de Léonard. « Juge Léonard, je veux que vous sachiez qu'il n'y aura aucune enquête disciplinaire contre vous. Au contraire, le Conseil a décidé de vous décerner une mention spéciale pour votre courage et votre dévouement exceptionnel à la justice. » I prive. Léonard sentit que ses jambes répondaient avec plus de force que jamais. C'était comme si chaque acte de justice renforçait non seulement son âme, mais aussi son corps. Mais tandis qu'il se dirigeait vers la porte, Valentine s'arrêta brusquement et regarda en arrière, vers la photographie de Sylvain. « Monsieur le magistrat, » dit-elle avec ce sérieux que les enfants ont parfois. Sylvain dit que demain, il va se passer quelque chose de très spécial au tribunal. Il dit que son papa va marcher tout seul jusqu'à mon papa pour lui donner la liberté. Alexandre et Léonard se regardèrent avec étonnement, mais ils avaient déjà appris à ne pas sous-estimer les prédictions de Valentine. Et quand ils sortirent du bâtiment pour faire face aux journalistes, aucun d'eux n'imaginait que la cérémonie du lendemain
deviendrait un moment qui serait à jamais gravé dans l'histoire de la justice du pays. L'aube du jour le plus attendu arriva, peinte de couleurs dorées qui semblaient annoncer que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Au palais de justice de Sainte-Espérance, une foule s'était rassemblée très tôt. Des journalistes de tout le pays, des familles victimes de construction Nouvelle-Vallée et des centaines de personnes qui voulaient simplement être témoins de ce qu'ils appelaient déjà le miracle de la petite Valentine. À l'intérieur du tribunal, dans une salle spéciale préparée pour l'occasion, le juge Léonard était dans son bureau, se regardant dans le miroir tout en ajustant sa robe de magistrat. Pour la première fois en 5 ans, il s'était tenu debout sans l'aide de personne pendant plus de 10 minutes. Ses jambes répondaient comme si elles attendaient ce moment depuis une éternité. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Valentine entra en courant, suivie de près par sa grand-mère Rose et son père Marc, qui portait un nouveau costume acheté avec une partie de la compensation qu'il avait reçue. « Monsieur le juge !» s'exclama Valentine avec un sourire radieux. « Ma grand-mère dit qu'aujourd'hui est un jour très spécial, non seulement pour nous mais pour tout le pays. » Léonard s'agenouilla devant la fillette, ses jambes se pliant sans difficulté. « Valentine, avant de commencer, je veux vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Non seulement vous m'avez rendu mes jambes, mais vous m'avez rendu la foi que la justice et l'amour peuvent changer le monde. » La petite posa ses mains sur les joues du juge avec cette tendresse infinie qui la caractérisait. « Vous n'aviez pas besoin que je vous rende quoi que ce soit, monsieur le juge. Vous avez toujours eu un bon cœur. Il fallait juste vous rappeler que parfois les plus grands miracles se produisent quand nous aidons les autres. » Rose s'approcha et posa une main affectueuse sur l'épaule de Léonard. « Juge Léonard, ma petite fille m'a demandé de vous dire quelque chose de très important. Elle dit qu'aujourd'hui, quand vous vous lèverez pour lire la sentence, vous sentirez une force qui ne viendra pas seulement de vos jambes, mais du cœur de toutes les familles qui vont recevoir justice. » À ce moment-là, la secrétaire Patricia entra avec une expression émue. « Monsieur le juge, il est temps. La salle est complètement pleine, et il y a des centaines de personnes dehors qui regardent la transmission en direct sur des écrans géants. Tout le pays attend. » Tandis qu'il marchait vers la salle principale, Léonard sentit quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté. Une énergie qui semblait venir de la terre elle-même, montant par ses pieds, fortifiant ses jambes, remplissant tout son corps d'une vitalité extraordinaire. En entrant dans la salle, un silence révérencieux s'empara du lieu. Au premier rang se trouvaient Marc et sa famille aux côtés du magistrat Alexandre Lambert, venu spécialement pour assister à ce moment historique. Sur les bancs suivants se trouvaient les 17 familles qui avaient déposé plainte contre Construction Nouvelle-Vallée, beaucoup d'entre elles avec de jeunes enfants qui regardaient tout avec des yeux curieux. Sur le banc des accusés, Ernest Fournier attendait sa sentence, la tête baissée, visiblement vieilli par le poids de ses crimes. À ses côtés, son avocat de la défense semblait résigné à l'inévitable. Le juge Léonard se dirigea vers sa chaise derrière l'estrade, mais avant de s'asseoir, il regarda directement Valentine, qui lui fit un petit geste d'encouragement avec ses petites mains. Avant de procéder aux formalités légales, annonça Léonard d'une voix claire et ferme. « Je tiens à m'adresser à toutes les familles présentes et à tout le pays qui nous regarde. » Il s'arrêta un instant, sentant la force dans ses jambes s'intensifier. « Pendant 20 ans, j'ai rendu la justice depuis cette chaise, croyant que la loi était suffisante pour panser les blessures du monde. Mais une petite fille de 8 ans m'a appris que la vraie justice n'existe que lorsqu'elle est combinée à l'amour, à la compassion et à la foi. Mais l'alable que les choses peuvent changer. » Valentine sourit depuis son siège, irradiant cette lumière spéciale qui avait touché le cœur de tous ceux qui la connaissaient. « Par conséquent, continua Léonard, au lieu de lire la sentence depuis ma chaise, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis 5 ans. » Le juge commença à marcher lentement vers le centre de la salle, sans canne, sans aucun soutien, d'un pas ferme et assuré, qui résonna dans tout le tribunal, comme le battement d'un cœur géant. Un murmure d'étonnement se répandit dans toute la salle. Certains assistants commencèrent à pleurer ouvertement. Les caméras de télévision capturèrent chaque pas, chaque moment de ce miracle qui se déroulait sous les yeux du monde entier. Léonard arriva jusqu'à Marc et s'arrêta devant lui. « Marc Dubois, dit-il d'une voix pleine d'émotion, au nom de la justice qui vous a été si longtemps refusée, et au nom de tous les pères qui luttent chaque jour pour le bien-être de leurs enfants, je déclare que vous êtes complètement innocent de toutes les accusations portées contre vous. » Marc éclata en sanglots, tombant à genoux et se couvrant le visage de ses mains. Des années d'angoisse, d'humiliation et de peur s'échappèrent de son corps comme une rivière libérée d'un barrage. Mais Léonard n'avait pas terminé. Il se dirigea vers Ernest Fournier, qui le regardait avec un mélange de terreur et de repentir. « Ernest Fournier, dit-il d'une voix grave mais sans haine, vos actions ont causé un tort incalculable. Vous avez volé non seulement de l'argent, mais des espoirs, des rêves et, dans certains cas, des vies innocentes.
Cependant, votre décision de coopérer et de restituer ce qui a été volé montre qu'il reste encore de la bonté dans votre cœur. Le juge regarda vers le magistrat Alexandre, qui avait les larmes qui coulaient sur ses joues. Je vous condamne à 12 ans de prison, avec la possibilité d'une réduction de peine basée sur votre coopération totale pour récupérer chaque euro volé et pour aider à reconstruire les logements qui ont été construits de manière défectueuse. Ernest hocha la tête, acceptant son destin avec une expression qui montrait pour la première fois un remords sincère. Léonard se dirigea ensuite vers Valentine, qui s'était levée de son siège, les bras tendus. « Valentine, » dit le juge en s'agenouillant devant elle, « je n'ai pas de mots pour vous remercier de ce que vous avez fait. Non seulement vous avez rendu la mobilité à mes jambes, mais vous avez rendu l'espoir à un système de justice qui avait oublié son but le plus sacré. » La fillette s'approcha et lui fit un câlin qui fut capturé par toutes les caméras présentes. « Monsieur le juge, » murmura Valentine à l'oreille de Léonard. « Ma grand-mère dit que vous allez aider beaucoup plus d'enfants. Elle dit que Sylvain est très content parce qu'enfin il y aura des maisons sûres pour les enfants comme nous. » À ce moment-là, le magistrat Alexandre se leva et commença à applaudir. Ces applaudissements furent suivis par Marc, puis par Rose, puis par toutes les familles présentes, jusqu'à ce que tout le tribunal soit rempli d'une ovation qui semblait ne pas avoir de fin, mais la plus grande surprise était à venir. Valentine se dégagea de l'étreinte de Léonard et marcha vers le microphone du tribunal. « Je peux dire quelque chose ?» demanda-t-elle avec cette éducation qui la caractérisait toujours. Léonard hocha la tête, curieux d'entendre ce que la petite avait à dire. Valentine s'approcha du microphone qu'il fallut baisser pour qu'elle puisse l'atteindre. « Je m'appelle Valentine et j'ai 8 ans. » commença-t-elle d'une voix claire qui atteignit chaque recoin du tribunal. « Je veux dire quelque chose à tous les enfants qui nous regardent à la télévision. » Elle fit une pause, regardant directement les caméras. Parfois, les adultes oublient de faire les bonnes choses, et quand cela arrive, les enfants peuvent leur rappeler qu'il y a toujours de l'espoir. Ma grand-mère m'a appris que quand on a la foi, quand on aime vraiment et quand on n'abandonne jamais, de très belles choses peuvent arriver. Sa voix devint plus ferme, plus sage. Monsieur le juge a pu marcher de nouveau. Non seulement parce que j'ai posé mes mains sur ses jambes, mais parce qu'il a décidé d'utiliser son cœur pour aider mon papa. Et mon papa est libre, non seulement parce qu'ils ont trouvé la vérité, mais parce qu'il n'a jamais perdu l'espoir. Valentine regarda vers le magistrat Alexandre. Et monsieur Alexandre pourra être heureux de nouveau, non pas parce que son petit garçon Sylvain revient, mais parce que maintenant il pourra aider d'autres enfants à être en sécurité. Toute la salle était dans un silence complet, captivée par les mots de cette petite qui parlait avec la sagesse des siècles. Ce que je veux vous dire à tous, continua Valentine, c'est que les miracles existent, mais ce ne sont pas de la magie comme dans les contes. Les miracles se produisent quand les bonnes personnes décident d'être courageuses, quand elles choisissent de s'aider les unes les autres, et quand elles n'abandonnent jamais, jamais, jamais face aux mauvaises choses. Elle s'adressa spécialement aux caméras. Si un enfant qui nous regarde a des problèmes dans sa famille, si son papa ou sa maman traverse quelque chose de difficile, n'abandonnez pas. Cherchez les bonnes personnes, comme monsieur le juge Léonard, comme ma grand-mère Rose, comme monsieur Alexandre. Les bonnes personnes sont toujours là pour aider. Valentine termina son discours avec le plus beau sourire qu'on ait jamais vu dans un tribunal de justice. Et rappelez-vous que vous aussi, vous pouvez être des miracles pour d'autres personnes. Vous avez juste à utiliser votre cœur et à ne jamais cesser de croire aux bonnes choses. L'ovation qui suivit fut assourdissante. Il n'y avait pas un seul œil sec dans tout le tribunal. Léonard se leva sans difficulté et marcha jusqu'au centre de la salle. Encore une fois, en 20 ans comme juge, déclara-t-il d'une voix pleine d'émotion, je n'avais jamais entendu de paroles plus sages que celles que nous venons d'entendre de cet extraordinaire enfant. Que ces paroles nous rappellent à tous que la véritable justice naît de l'amour et que les plus grands miracles se produisent lorsque nous décidons d'être la réponse aux prières des autres. 6 mois plus tard, la Fondation Sylvain et Valentine avait construit son premier logement entièrement sûr pour une famille à faible revenu. Le juge Léonard, qui avait retrouvé complètement la mobilité de ses jambes, présidait la cérémonie d'inauguration, marchant sans aucune canne. Marc travaillait maintenant comme superviseur de construction de la fondation, s'assurant que chaque maison respectait les normes de sécurité les plus élevées. Raoul Leclerc, après avoir purgé sa peine avec des services communautaires, était devenu le comptable honnête qu'il aurait toujours dû être. Et Valentine, qui restait une fillette normale de 8 ans, qui jouait, étudiait et rêvait comme n'importe quel enfant de son âge, avait montré au monde entier que les cœurs purs et courageux peuvent changer l'histoire. Parce que parfois les plus grands miracles viennent dans les plus petits paquets avec les plus grands cœurs, nous rappelant que la foi, l'amour et la justice triomphent toujours lorsque nous osons croire en l'impossible.